Après la tourte de l'Isère il y a 2 ans, place au dessert de l'Isère. Pâte sablée chartreuse, pralinée noix, crémeuse chocolat chartreuse ou encore poire pochée pour la version à l'assiette. Pour les faire à la maison, il y a aussi la version gâteau de voyage. Avec plus de 5500 établissements et employeurs et pour plus de 99 000 salariés, Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région en termes d'emploi, transport et logistique. AFT et la métropole ont organisé une journée. Et puis en 2024, SOS Méditerranée a secouru 1948 femmes, hommes et enfants. Le président de l'association pour la France, François Thomas, participe ce mercredi soir à une conférence au Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble. Il est aussi l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 12 février 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Poire, noix, chocolat, chartreuse, quelques-uns des ingrédients de la nouvelle recette de l'Isère. L'onctueuse arrivée en tête d'un concours organisé par le département et son antenne touristique Isère Attractivité. En plus des produits locaux, les concurrents ne devaient pas dépasser un coût de revient autour de 5 € par personne pour le dessert dans sa version professionnelle et 2 € pour celle à destination du grand public. Gaëtan Loiseau. Il est 8h du matin au centre de formation de Bourgoin-Jallieu et dans 4 heures, les 4 brigades faites d'apprentis vont devoir livrer leur version du dessert de l'Isère. L'ambiance est formidable, ça sent bon, ça sent le miel, ça sent la pomme, ça sent le coin, ça sent le chocolat, la vanille. Il y a des sourires sur tous les visages. Pourtant, l'enjeu est grand. Le meilleur dessert qui sortira de cette cuisine deviendra le dessert de l'Isère. L'objectif derrière ce concours, promouvoir la gastronomie iséroise et les produits du département. Car le cahier des charges est clair, la recette doit contenir pommes, poires, chocolat et bien évidemment des noix. Et certains prennent quelques risques dans les ingrédients. Je trouve ça assez habile de certaines équipes de pousser un petit peu le risque en utilisant des épices. Voilà maintenant la moitié du temps de préparation écoulé. L'un des coachs d'une des brigades retranscrit l'ambiance du défi. Là, ça se passe plutôt bien, ils sont assez détendus, ils ont envie de prendre du plaisir. Et on est plutôt dans les temps, tout se passe bien, il n'y a pas eu de ratés, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et des ratés, il n'y en a eu aucun. Les apprentis qui ont pu s'entraîner assez pour le concours ont toutes et tous réussi à rendre dans les temps leur création. Maintenant, place au jury. Les délibérations faites, c'est l'onctueuse qui remporte cette édition du meilleur dessert. 2 pâtes sablées avec d'un côté une poire pochée et de l'autre de la crème chocolat chartreuse et de la crème aux noix. La concurrence a été telle que le jury a eu beaucoup de difficultés à choisir le gagnant. Les 4 pour nous méritaient de faire partie des desserts de l'Isère. Au final, c'était un régal total et un moment de partage et de bonheur. Derrière ce dessert, ce sont 2 apprentis, Émilie et Léo, mais surtout... Beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. On est parti vraiment à l'opposé et on a réussi. Donc je suis très fière de ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi je trouve comme quoi ça a été une sacrée bonne aventure déjà, parce qu'on a pu découvrir beaucoup de monde, partager avec beaucoup de gens. Franchement c'est encourageant. Moi plus tard, si on me repropose des concours de ce type, je le ferai avec grand plaisir. Même sans forcément gagner, mais juste y participer, c'est déjà magnifique, c'est déjà génial. Une victoire qui donne envie de voir en grand. J'espère atteindre un jour les MOF et le gagner. Alors qui sait, dans l'avenir, ces apprentis s'affronteront peut-être pour devenir là ou le meilleur ouvrier de France. Et si vous voulez tester chez vous l'onctueuse, la recette est disponible sur le site internet alpes-isère.com. C'est pas du gâteau. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rendra à Grenoble vendredi. Il devrait être question des violents règlements de compte de ces derniers mois qui ont fait plusieurs victimes sur les points de deal du territoire. Le programme n'a pas encore été communiqué, mais le ministre, qui vient d'annoncer sa candidature à la présidence des Républicains, tiendra une réunion publique dans la soirée à Sassenage. 2 salles, 2 ambiances, puisque jeudi à 18h30 au siège de la métropole, place André Malraux à Grenoble, c'est l'ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem qui sera la tête d'affiche de la nouvelle conférence Presse Citron. La présidente du groupe socialiste, écologiste et démocrate au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes est la co-auteure d'un ouvrage intitulé « Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme ». Elle a choisi d'intituler sa conférence « Tracer l'avenir ». L'entrée est libre. Najat Vallaud-Belkacem sera également l'invitée du QG politique de Télé Grenoble vendredi à 21h15.
Alpexpo au garde à vous. Le parc d'exposition accueille depuis ce matin et jusqu'à jeudi soir une première mondiale, le sommet international des troupes de montagne, sous la supervision du 27e BIM, dont le commandement est basé à Grenoble. Plus de 15 nations sont représentées pour partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques et découvrir les matériels d'une centaine d'industriels et d'équipementiers. Le sujet complet à retrouver dans le JT jeudi. Le fabricant américain de prothèses chirurgicales Stryker envisage de supprimer 60 postes sur son site de Montbonneau-Saint-Martin où travaillent actuellement 450 personnes. L'entreprise a annoncé un plan de sauvegarde pour l'emploi en janvier. En 2022, Stryker avait racheté Tornier et investi 25 millions d'euros pour tripler la surface de production et embaucher. Mais la hausse des coûts de production, des matières premières et la mutation du marché de la santé a plombé ses objectifs. Autre PSE en cours chez Arkema à Jarry. Il a été officiellement annoncé lundi et prévoit le licenciement de 154 personnes. Officieusement, la situation était déjà connue depuis début décembre. Les salariés avaient alors décidé de se mettre en grève. La direction a mis la pression en début de semaine et a fait savoir que si le blocage continuait, c'est toute l'usine qui pourrait fermer et 344 emplois être ainsi supprimés. On the road again. Avec 2 jours d'avance sur le planning, la route entre Venosque et Saint-Christophe-en-Oison a pu être entièrement rouverte dès mardi soir. Les services du département soulignent dans un communiqué la rapidité d'exécution des agents et des entreprises mobilisées. Il s'agissait d'enlever les murs de soutènement et les 100 mètres cubes de rochers tombés naturellement sur la voie. Le 20 décembre dernier, la chute d'un bloc avait provoqué la mort d'un passager d'une voiture. Sur la route ou dans les entrepôts, encore des professions qui, elles, recrutent. L'AFT et Grenoble-Alpes Métropole organisé mardi au Stade des Alpes un salon des métiers, des transports et de la logistique. Dans les salons, les présentations et les job dating. Et sur le parvis, les simulateurs et expos de véhicules pour présenter une cinquantaine de métiers, parfois méconnus du grand public et des jeunes générations. Les jeunes ont souvent soit une mauvaise image, soit pas du tout d'image du transport. Et créer cet événement de promotion des métiers, c'est justement faire découvrir les métiers du transport, les panels de métiers et les possibilités de se former de manière très concrète pour que les jeunes puissent se rendre compte de ce qu'ils peuvent avoir comme avenir professionnel dans le transport et la logistique. On sait que même si la conjoncture change, il y a plein d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter, qui ont ce qu'on appelle des métiers en tension. Et donc nous, on aide ces entreprises à faire des événements de promotion. On a échangé, il y avait ce désir de mettre en avant ces métiers qui ont du mal à recruter. On répond favorablement à nos partenaires quand on peut en effet mettre des événements en place. J'ai inscrit donc notre classe de 3e prépa métier pour leur permettre de découvrir le monde du transport et de la logistique. Bien sûr, ils ont été intéressés par tous les ateliers qu'ils ont pu découvrir. Pour les jeunes aujourd'hui, ça peut leur donner des idées pour leur futur métier. Ça peut susciter des vocations, je pense, chez nos jeunes. MTAG recrute également 150 conducteurs et conductrices de bus et trams. Une vaste campagne d'information est en cours. Plus d'infos sur m-tag.fr. Victoire des Brûleurs de Loup mardi soir à Gap, 3-0, but de Oudry, Der et Southern devant une cage vide. Une 31e victoire en Ligue Magnus qui permet aux Grenoblois de terminer la saison régulière à la première place du championnat et de s'adjuger par la même occasion le trophée Jacques Lacarrière qui leur sera remis à Pôle Sud vendredi soir. Les Brûleurs sont aussi assurés lors des playoffs de recevoir pour les 2 premiers matchs. Sauver, protéger, témoigner, c'est le mantra d'SOS Méditerranée, une ONG de sauvetage en mer créée en 2016. François Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'SOS Méditerranée France. Vous êtes basé à Marseille, l'association en tout cas, mais vous participez ce soir à 20h au Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble à une conférence débat à l'initiative de plusieurs associations humanitaires sur le thème « Lueur d'espérance sur les routes migratoires ». Mardi, l'association a donné quelques chiffres de son action en 2024. Combien de personnes avez-vous pu secourir ? Depuis le début des opérations, la première opération de sauvetage, en mars 2016, 41 681 personnes, des femmes, des enfants, des hommes. Le chiffre est très précis parce que ce sont des vies. Et notre première mission, c'est le sauvetage en mer. Sauver des vies, ça ne se discute pas.
Et puis vous l'avez dit, la deuxième mission, c'est la protection de ces personnes à bord. On continue à tendre la main, à protéger, à soigner, à réconforter des personnes qui ont des parcours migratoires très très difficiles, qui viennent de Libye pour la plupart. Et puis notre dernière mission, c'est le témoignage. Donc c'est ce que je ferai ce soir, oui, d'expliquer notre mission qui n'est pas toujours bien comprise, tendre la main pour sauver des vies, pour des personnes qui vont se noyer, qui sont en détresse. Ça ne se discute pas, tout simplement. Ces personnes, elles viennent pour la plupart de Libye. Pourquoi fuient-elles leur pays d'origine? Alors, toutes les personnes qui témoignent disent plutôt se noyer, plutôt mourir en Méditerranée que continuer à rester dans l'enfer libyen. Les Nations Unies l'ont documenté, des journalistes également. En Libye, il y a des atteintes aux droits humains absolument abominables dans des centres de détention. Il y a des tortures, il y a 90% des femmes, et c'est les Nations Unies qui le disent, plus de 90% des femmes sont violées. Il y a eu des déclarations en début de semaine, une enquête des Nations Unies, et on a trouvé des fosses communes avec des personnes migrantes qui ont été assassinées. Les personnes, elles n'ont plus le choix que de quitter cet enfer libyen, et elles prennent des risques considérables pour avoir peut-être une petite lumière d'espérance et de s'en sortir. Elles savent qu'elles peuvent mourir, mais on est confronté à des situations absolument terribles. Quand elles sont récupérées par SOS Méditerranée, elles se sont entassées dans des canaux pneumatiques. Elles ont fait plusieurs centaines de kilomètres, milliers de kilomètres. Il y a différents types de canaux, oui, des canaux pneumatiques, des canaux en fibre de verre, quelquefois en ferraille qui viennent de Tunisie même. Mais elles sont entassées. Quelquefois, il y a 10 personnes par mètre carré, il faut l'imaginer. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants. L'année dernière, il y a eu de nombreux enfants. Récemment, malheureusement, il y a une douzaine de jours, il y a eu un sauvetage. Une petite fille de 7 ans était en arrêt cardiaque. Nos équipes, pendant des dizaines de minutes, nos équipes médicales à bord ont essayé de la réanimer. Ils ont réussi à la réanimer. Malheureusement, elle a été évacuée en urgence par hélicoptère sur Malte. Malheureusement, on a appris qu'elle était décédée le soir. C'est vraiment, on a ce partenariat médical avec la Fédération des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge. On a des équipes médicales qui font un travail extraordinaire à bord. Cette action, elle est impérative, nécessaire, parce que nous opérons uniquement dans les eaux internationales, il faut le dire aussi. Mais nous avons beaucoup d'entraves. C'est incompréhensible parce que sauver des vies, ça ne se discute pas. C'est aux portes de l'Europe. Il y a cette situation où il y a une zone, vaste zone, où les États ne font pas le travail et il appartient... Oui, c'est un droit fondamental. Voilà, c'est un droit fondamental de tout capitaine de navire de tendre la main et de répondre à un appel de détresse. Un capitaine qui ne répondrait pas à une détresse serait condamné. Le bateau accoste ensuite. Sur quelle terre peut-il accoster? Alors, il est important aussi de dire, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, il n'appartient jamais au capitaine de navire de décider là où il va débarquer les personnes. Donc c'est l'État le plus proche, le plus capable de donner un port de débarquement. Aujourd'hui, c'est l'Italie. Malheureusement, l'Italie nous met des obstacles. Il y a des inspections excessivement pointilleuses. Et puis on nous envoie dans des ports très lointains comme Ravenne, Gênes. Mais nous débarquons dans un lieu sûr. Et un sauvetage est terminé lorsque les personnes sont débarquées dans un lieu sûr. Et la définition d'un lieu sûr est très claire. Protection des droits humains, soins, nourriture. Donc nous débarquons en Italie, malheureusement dans des ports très lointains qui nous éloignent des zones de sauvetage. Pourquoi est-ce que vous ne débarquez pas en France? Parce que c'est loin de la France et c'est pas l'État français qui décide. C'est pas nous qui décidons. Donc c'est... Si vous voulez, à partir du moment où l'État libyen, qui a une zone de responsabilité, pas du tout une zone d'autorité, ne fait pas le travail, c'est l'Italie qui est le plus proche près de la Libye. Et c'est eux qui doivent nous indiquer un lieu sûr de débarquement. Les personnes que vous débarquez, que deviennent-elles ensuite? Votre mission, elle s'arrête là? Notre mission s'arrête là, mais j'ai embarqué cet été, j'ai été témoin de ce qui se passe à l'arrivée. Bien sûr, il y a beaucoup de forces de police, d'accueil, mais il y a la Croix-Rouge est présente, il y a Caritas, il y a d'autres associations qui prennent le relais. Mais nous, notre mission s'arrête là vraiment parce que c'est une mission compliquée. C'est une mission compliquée et qui coûte cher également. On l'a vu, vous avez un très gros bateau. Il n'y a pas que des bénévoles aussi sur ce bateau. Comment est-ce que vous êtes financé? Il n'y a que des salariés à bord. Ça coûte très cher, en effet, 24 000 € par jour. 90% de nos financements sont privés. 10% c'est des collectivités territoriales et d'ailleurs une dizaine de collectivités de la région iséroise nous soutiennent.
Mais ça coûte très cher, donc on a besoin de dons. On a besoin de soutien sur sosméditerranée.fr parce que cette mission citoyenne, européenne, elle est impérative aux portes de l'Europe. Le thème de la conférence, c'est lueurs d'espérance sur les routes migratoires. Il y a des lueurs d'espérance, vraiment ? Les lueurs d'espérance, c'est ces personnes qui ont des parcours absolument terribles, qui ont une petite lueur d'espérance pour quitter sans enfer libyen, mais c'est également toutes les personnes qui tendent la main à bord, en mer et à terre également. Et c'est ça, ces lueurs d'espérance. Et puis c'est toutes les personnes qui vont nous aider. C'est vraiment une grande chaîne solidaire. Et il faut penser à cette chaîne et il faut continuer parce qu'on va continuer cette mission. Elle est essentielle. Merci beaucoup François Thomas. Merci. Je rappelle qu'on peut vous retrouver ce mercredi soir à 20h au Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble. Merci. Dans l'agenda culturel, stand-upeuse reconnue, Shirley Soignon vient présenter son dernier spectacle sur grand écran. Être humain, c'est une expérience cinéma inédite puisque l'humoriste est également physiquement présente dans la salle, en l'occurrence jeudi soir au Pâté et Chirol. Identité, ignorance et psyché humaine sont au cœur de ce spectacle. Experimenta revient au commencement avec le spectacle d'ombre de la compagnie 14-10 à voir jusqu'à samedi à l'Hexagone de Mélan. Une expérience immersive et poétique à la découverte de l'art pariétal à destination des enfants et des adultes. Au cœur d'une étrange grotte de papier, l'illusion est totale. Tout un monde disparu où l'homme, l'animal et la nature sont reliés par des forces profondes. La chanteuse franco-grecque Daphné Kritaras se produira jeudi soir sur la scène de la rampe des Chirol, accompagnée par 4 musiciens virtuoses. Cette Circé des temps modernes donne vie à des mélodies riches d'influences et de textures. Elle dévoile ici son univers à travers des créations originales en grec et en français qui croisent musique traditionnelle, jazz et classique enrichies d'une subtile note électro. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc, dont Si on parlait, vous propose de remonter le temps sur plus d'1 million d'années grâce à de la glace extraite de l'Antarctique, se projeter dans l'avenir avec la transformation de la station de Champs-Rousse en mode 4 saisons et faire une pause musicale pour découvrir les lives de l'association Café de Nuit. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte en musique avec Arash Sarkeşik, le musicien grenoblois d'origine iranienne, sera en concert jeudi soir au Grand Angle à Voiron, un double plateau avec également Vidala. Excellente soirée à tous. Il fera toujours gris.